de sauver. Alors, pour une fois, alors que habituellement, je ne suis pas trop interviewé par les journalistes, mais on m'avait pris en photo et c'était un journal qui me montrait là, à côté d'une infirmière, avec laquelle je donnais mes leçons de gestes élémentaires de survie. Suivant, s'il vous plaît. Tout en... Alors, bon, là, c'est les diplômes que j'ai obtenus tout le long. Parce que lorsque vous êtes dans le service public, vous avez le droit, 1 ou 2 mois par an, en plus de vos vacances, de vos congés annuels, d'aller suivre un enseignement. Alors, l'enseignement que j'ai suivi pendant ces quelques années, c'était l'ostéosynthèse, parce qu'à partir du moment où j'étais un chirurgien, certes multidisciplinaire, mais je recevais beaucoup d'accidentés. Avec la technique que j'avais utilisée en Iran, je mettais des enclouages centromédullaires par des clous de Küncher, mettons. Je m'étais rendu que ça ne suffisait pas, il fallait que je me mette à jour. Je remette mes connaissances en action après avoir suivi des cours d'enseignement supérieur. Là, c'est en Suisse, à Genève et à Berne, où je allais suivre des cours d'ostéosynthèse, ce que je viens de vous dire. Au lieu que ce soit une méthode de clous de Küncher, c'était des clous d'Ao. C'est leur spécialité, c'est la marque en Suisse. Et par la suite, je n'ai utilisé que ça, en France. La capacité de médecine de catastrophe, je l'ai suivi et eu mon diplôme à Nancy. Alors, on avait organisé donc des cours de secourisme, de traitement des personnes en état de choc ou accidentées. J'ai participé et j'ai pu avoir mon papier comme quoi, à partir du moment où je sortais avec les sapeurs-pompiers, je vous explique que j'ai été aussi tout le long médecin capitaine des sapeurs-pompiers et c'est un sujet de fierté parce qu'avec les sapeurs-pompiers, on a, je suis persuadé, sauvé un grand nombre de personnes. Et je vais vous montrer un cas où on voit une voiture en très mauvais état. On venait d'avoir un appareil qu'on appelait désincarcération. Les sujets qui étaient enveloppés de bouts de ferraille, de métal, etc., on désincarcérait. Et à partir du moment où les chirurgiens, que voici, étaient ascensionnés, monitoraient, c'est-à-dire mettaient l'accès veineux, mettaient le produit qu'il fallait pour le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Et à l'arrivée à l'hôpital, je les opérais. Donc, dès l'accident jusqu'à la table d'opération, même plus tard, la personne était suivie par moi et grâce à mon certificat de médecine des catastrophes, j'étais couvert et personne ne pouvait me reprocher quoi que ce soit. Je ne sortais pas de la ligne rouge et j'étais dans le cadre légal en quelque sorte. Comme je l'ai noté ici, j'ai aussi un diplôme d'échographie, tout en faisant ma chirurgie, sachant que notre économe, une jeune fille superbe, et que je pouvais le voir sur un des clichés, avait ma faveur, allait m'acheter un échographe pour mon service de chirurgie. Je suis allé à Amiens suivre les cours d'échographie. Cela me permettait, dès qu'il y avait un malade qui arrivait ou que j'allais le recevoir aux urgences, de pratiquer un examen échographique pour savoir si, admettons, une lame de sang dans l'intestin, à côté du côlon, ascendant ou descendant, et ça me permettait de faire, au lieu de fonctionner, c'est-à-dire de mettre une aiguille à travers la paroi abdominale pour voir s'il y avait du sang ou pas, l'échographie que je pratiquais sur les malades, tout en étant un chirurgien chef de service, me permettait de voir plus facilement et de suivre l'évolution. Parce que ce qui compte en médecine et en chirurgie, c'est l'évolution. C'est l'étahaboli en persan. Et grâce à l'échographie,
non seulement il y avait bien entendu un échographiste à l'hôpital, mais j'avais aussi une échographie dans mon service. Je ne vais pas avoir le suivant. Alors, tout le long de ma carrière, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus utiliser les antibiotiques à tort et à travers. À un moment donné, il y avait eu ce qu'on appelait l'épopée des antibiotiques. Tous les ans, on inventait un nouveau, on en découvrait, pardon, on découvrait un nouveau. Il y avait un très grand nombre d'antibiotiques qui déferlaient dans le commerce. Il y a eu de l'abus de notre part, de la part de tous les médecins et les chirurgiens, en pensant que c'était le panacée ou le moyen qui permettait de couvrir. Eh bien non, je me suis rendu compte que ceci n'était pas tout à fait vrai, puisqu'on pouvait, à la suite de l'antibiothérapie abusive, voir l'émergence des pyocyanniques ou des germes de sélection. Lorsque vous donnez trop d'antibiotiques, il y a des germes de sélection qui ne sont plus du tout, ou très très peu, sensibles aux antibiotiques. Cela commence à se développer, et malheureusement, on peut arriver à partir le malade avec des septicémies à base de pyocyanniques ou d'autres agents pathogènes. On peut avoir la suite. Alors, à partir du moment où je me suis rendu compte que les antibiotiques utilisés abusivement pouvaient être nocifs, j'ai pensé à faire les antibiotiques avant l'intervention. Et grâce à une jeune fille encore, j'ai toujours de la chance, je tombe sur des jeunes filles qui me comprenaient parfaitement. Mademoiselle Dauphémont s'est associée à moi pour qu'on fasse une étude dans mon service sur les malades opérés en ostéosynthèse, en orthopédie, si vous voulez, avec une injection d'un céphalosporine de deuxième génération, vous savez, les céphalosporines de première génération, deuxième, troisième, etc., qui marchait très bien sur les staphylocoques dorés, les streptocoques et les germes qui présentaient un danger dans les services de chirurgie, surtout d'orthopédie. Alors, bon, à partir du moment où mon article et mon travail devaient être utilisés dans le monde entier par les médecins ou les chirurgiens, on l'a fait en anglais. Alors, je vais évidemment vous le dire en anglais. The risk of post-operative infection seems, ainsi de suite. C'est un peu tiré par les cheveux. Et je ne vais pas en faire toute une éloge de ma personne. Alors, on met le suivant. Toujours est-il que donc, indésistance. Alors, j'ai une explication à donner, puisque une fois arrivé sur place, je devais être accepté par la population. C'est un point faible de la France. J'ai dit, je m'appelle Azizi Dara. On a dit, à partir d'aujourd'hui, vous vous appellerez Philippe Azizi. Et dans ce cas-là, je peux même ajouter Sens à mon nom, puisque Azizi Sens, ça vient de ma mère. Azizi de mon père, Sens de ma mère, et Philippe de ma mère, et Dara de mon père. Toujours est-il que comme ça, j'ai pu, avec la population, m'entendre. Parce que si j'avais considéré, ou si j'avais été présenté, malheureusement, comme un émigré, comme un étranger, la confiance aurait baissé particulièrement. Alors, j'arrive au problème du progrès fulgurant de la médecine et de la chirurgie. Et maintenant, il y a même l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, ça permet, surtout pour la sécurité des médicaments, de voir si un médicament contient des adjuvants nocifs ou pas. Vous savez que les journalistes s'intéressent beaucoup aux adjuvants, et en particulier dioxyde de titane qu'on met dans des produits pour provoquer une certaine stabilité du médicament. Certes, c'est très intéressant et ça nous fait faire des grands progrès, mais il y a toujours le revers de la médaille, en ce sens que le fait que les dictionnaires de médicaments, en particulier doses, soient obligés de tout refaire pour mettre, si, mettons, un anesthésique local contient un adjuvant, quel est le danger de l'adjuvant, il devait être
ils étaient obligés à le noter, les prix de ces bouquins ont augmenté, ont été quintuplés, même davantage. Puisque le dernier ouvrage que j'ai acheté pour mon travail coûtait 4 fois plus cher que ce que j'avais acheté il y a 2 ans. Pour ne pas le citer, d'os. Bon, après, c'est les subventions. Bon, alors, il est évident qu'un médecin ne doit pas être autrement qu'humaniste. On aime nos malades, en échange, on aimerait bien être apprécié par nos malades. On accepte l'humanisme à partir du moment où on peut tout faire et on peut faire ce qu'on peut en faveur de malades. Il faut qu'on puisse, que le malade nous confie sa personne, nous fasse confiance et qu'on considère comme un être vivant et non pas comme un numéro. Alors, le suivant. Je veux dire par là que tout en faisant un très gros effort pour être compris par nos malades, instaurer une sorte de empathie. Alors j'utilise le mot empathie, il y a sympathie, antipathie, il y a aussi l'empathie. Il faut instaurer une sorte d'empathie entre vous, médecins chirurgiens, et le malade. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours très bien compris. Et les malades, pour un oui et un non, de plus en plus, se retournent contre le médecin et le chirurgien. De telle sorte que la faculté de médecine de Paris a dû mettre des cours de sensibilisation des étudiants pour leur apprendre à se comporter autrement qu'en arrogant, qu'en orgueilleux par rapport aux patients. Et ça, donc c'est relativement récent. Le suivant, s'il vous plaît.